quelque chose ou poser une question, vous le faites donc du coup sur le chat. Et après, du coup, on prendra les questions après chaque intervention. Voilà. Donc, juste pour vous présenter, vous dire quelques mots sur ce 5 à 7 de l'éco-construction. Donc, il est co-organisé par donc l'ALEC 07, donc Nicolas Raza, qui est présent là à l'écran, qui va dans un premier temps intervenir sur le bois énergie et des atouts d'avenir. Il est co-organisé avec Fibre Ardèche Drôme. Donc, vous aurez mon collègue Mathieu Petit, chargé de mission bois énergie au sein de l'interprofession qui interviendra. Mathieu, si tu peux t'afficher à l'écran, que les gens voient à quoi tu ressembles. Voilà, il est là. Voilà. Et puis, on aura le témoignage de l'entreprise SOS Baraquin. Et donc, du coup, on a le gérant de l'entreprise, Thierry Baraquin, qui est là et vous le voyez aussi à l'écran. Bonjour à tous. Voilà. Juste pour vous dire aussi que ce 5 à 7 a été réfléchi et fait en partenariat avec le département de l'Ardèche dans le cadre de leur politique forêt-bois. Voilà. Donc, du coup, sans plus attendre, Nicolas, je vais te laisser la parole pour débuter ce 5 à 7. Ok, très bien, merci. C'est parti. Donc, moi, c'est Nicolas Raza de l'ALEC 07 et on va évoquer le volet plutôt énergétique du bois. Et je vais commencer par une petite diaporama qui rappelle un petit peu le contexte. Alors, le contexte, c'est plutôt à échelle nationale pour l'instant. Donc l'idée, on a aujourd'hui un changement climatique qu'on constate et l'État donc met en place des actions, des actions législatives qui permettent d'essayer d'atténuer tout ça. On a donc la fameuse loi TEPCV donc, pour la transition énergétique et pour la croissance verte qui fixe des objectifs chiffrés bien définis de réduction de consommation énergétique, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre donc, et d'augmentation de la production d'énergie renouvelable. Voilà, donc avec des dates butoirs à la clé. Là, je ne rappelle pas les pourcentages vu que tout est écrit directement sur la diapositive. Voilà, donc l'idée, c'est d'essayer de limiter au maximum l'augmentation de température de degrés à l'échelle mondiale. Et donc, la France s'est mis des objectifs pour tenir cette limitation. L'objectif global en fait qui a été fixé, c'est d'avoir une neutralité carbone d'ici 2050. Voilà, et donc d'essayer de décarboner complètement l'énergie utilisée à cet horizon-là et de réduire de moitié la consommation énergétique donc de tous les secteurs. Donc pour les secteurs des logements, par exemple, ça implique une rénovation de l'ensemble des bâtiments à un niveau BBC, donc bâtiment basse consommation. Donc ça, c'est pour rappeler un petit peu le contexte et on va passer un petit peu aux chiffres clés en fait. Donc, j'ai mis cette petite diapositive qui reprend les consommations énergétiques à l'échelle nationale, régionale et départementale. Donc les chiffres annoncés, les CATEP, c'est des milliers de tonnes équivalent pétrole. Donc vu que le pétrole, voilà, ça va être un peu une unité qui est peut-être un petit peu plus parlante que les watts ou les gigawattheures. Donc bon, après j'ai fait la petite conversion juste à côté. Donc on voit qu'à l'échelle nationale et par rapport à l'échelle du territoire ardéchois, donc j'ai pris le territoire ardéchois comme exemple ici. On est bien loin, on est une petite goutte d'eau par rapport aux consommations énergétiques, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut ne pas mettre en place des actions en faveur des ambitions qui sont fixées, qui sont chiffrées. Donc nous aussi, on a notre part à jouer, notre rôle sur cette thématique. Et alors, hop, qui vient d'arriver.
je l'accepte aussi. Et donc, l'idée, voilà, c'est de voir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau consommation énergétique et qu'est-ce qu'on peut produire en termes d'énergie renouvelable et quelle est la place du bois dans tout ça. Donc, à l'échelle de l'Ardèche, on voit donc un niveau de consommation énergétique de 8000 gigawattheures répartis en 4 grandes familles. Et la plus grande des familles qui est ici représentée en vert, qui représente 40%, c'est ce qui concerne le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Donc sur les 8000, on a quasiment 3200 gigawattheures de consommation pour la production de chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. Donc le chauffage, c'est les logements, le tertiaire, voilà, tout ça inclus. Sur cette consommation énergétique, en Ardèche, on a en parallèle une production d'énergie renouvelable qui est donc aux alentours de 3000 gigawattheures. Et donc la part du bois énergie dans tout ça, elle est d'environ 814 gigawattheures. Donc si on fait le ratio donc de gigawattheures produits par le bois énergie sur ce que l'on consomme en chauffage et en eau chaude sanitaire, on est à 25% on couvre avec le bois énergie, théoriquement, hein, 25% de la consommation de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Voilà. Donc ça, c'est quand même un chiffre assez intéressant, puisque dans la diapo précédente, je vais y revenir, à l'échelle nationale, on nous demandait donc il est fixé de porter à hauteur de 38% la part de consommation d'énergie finale et de chaleur appliquée à la chaleur renouvelable sur la consommation globale de chaleur d'ici à 2030. Voilà. Donc, bon, en Ardèche, on est plutôt bien placé, c'est plutôt positif dans ce sens-là, et je pense qu'on peut encore avancer davantage, notamment grâce à la ressource de bois que l'on a et donc pallier un petit peu à nos consommations par l'énergie renouvelable. Pour faire le lien de ces consommations avec le bois énergie, donc j'ai souhaité un petit peu illustrer ce que l'on retrouve dans le bâtiment, donc tout ce qui est diagnostic de performance énergétique. J'ai voulu faire un rappel des classes énergétiques et leur évolution, voilà, en reprenant l'ancien et le nouveau diagnostic de performance énergétique. Donc, dans l'ancien diagnostic de performance énergétique, on avait 2 critères qui nous permettaient de savoir où est-ce qu'on se situait, donc au niveau de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre. Donc le premier critère, c'est le fameux barème multicolore avec une classification de A à G pour la consommation énergétique en énergie primaire. Et le second, donc on le verra tout à l'heure sur les émissions de gaz à effet de serre. L'énergie primaire, donc c'est un indicateur qui permet de définir la quantité totale d'énergie nécessaire pour fournir 1 kWh à l'utilisateur. Donc c'est vraiment ce référentiel-là qui est utilisé dans le diagnostic de performance énergétique et qui va nous permettre de donner une classification. Voilà. L'énergie finale, elle, qui n'est pas mise en avant dans le diagnostic, dans le DPE, c'est la quantité d'énergie réellement facturée à l'utilisateur. Voilà. Donc l'idée là, c'est de montrer quelques exemples de consommation énergétique pour voir quel impact peut avoir le bois sur une classification et donc voir l'avantage qu'il peut y avoir à s'orienter vers une énergie utilisant le bois comme énergie renouvelable. Donc, les ratios entre énergie primaire et énergie finale sont généralement de 1 pour l'ensemble des énergies, sauf pour l'électricité, où on a un ratio multiplicateur qui est fixé à 2,3. Voilà.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire énergie primaire, énergie finale? L'énergie primaire, c'est tout ce qui va être toute l'énergie nécessaire pour que l'utilisateur ait vraiment à sa prise 1 kWh d'énergie fournie. Donc, c'est toute une chaîne de production, transport d'énergie, les pertes. Et c'est ce que l'État a besoin de produire pour s'assurer que l'utilisateur soit satisfait. Et donc, c'est ce critère-là qui va être le référentiel. Donc, j'ai pris l'exemple d'un logement qui consommerait 150 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Donc, ça, c'est vraiment la quantité d'énergie qui lui est facturée, que le logement, par exemple, a consommé. Si je ramène cette consommation à un logement qui est équipé de chauffage électrique, en énergie primaire, il faudrait multiplier donc, par 2,3, ce qui nous classerait dans l'ancienne échelle du diagnostic de performance énergétique, ce logement en catégorie F. Pour cette même énergie consommée par le consommateur, par l'utilisateur final, si j'étais au fuel, on serait en catégorie C en énergie primaire, et si j'étais au bois, on serait en catégorie C en énergie primaire. Voilà. Au niveau de la classe des émissions des gaz à effet de serre, donc toujours avec ce même exemple où on consommerait 150 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Ici, donc, on a, selon le combustible utilisé, des émissions de gaz à effet de serre qui vont varier. Donc, quand on est au chauffage électrique, on va plutôt se situer aux alentours de 0,06 kg de CO2 par mètre carré par an. Donc, si je fais la multiplication de l'énergie primaire consommée par les émissions de gaz à effet de serre, ça classerait ce bâtiment en catégorie A. Voilà. Le chauffage au fioul, lui, qui est une énergie très carbonée, serait situé plutôt en classe E, au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et le bois, lui, serait plutôt en classe énergétique A. Voilà. Donc, l'idée de ce petit exemple, c'est de montrer que pour une même quantité d'énergie consommée, la catégorie de classification d'un logement va varier vraiment selon le combustible choisi. Et donc, c'est là qu'il peut être avantageux de partir sur un chauffage bois, puisque le chauffage bois a cette faculté d'être une ressource qui est considérée comme très peu émettrice en termes de carbone, et qui donc est favorable à une transition comme ce qui a été fixé dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la loi de transition pour la croissance verte. Donc, si j'applique tout ça maintenant au nouveau DPE, donc l'idée c'était de comparer un petit peu ce qu'il y avait anciennement et ce qui se fait maintenant. Les seuils du nouveau DPE ont été réévalués. Les niveaux de consommation énergétique ont changé un petit peu. Tout à l'heure, on était pour rester en classe A. Il fallait que d'un point de vue énergétique, on consomme moins de 50 kWh en énergie primaire par mètre carré par an. Dans le nouveau DPE, on voit que cette nouvelle valeur a évolué aux alentours de 70 kWh par mètre carré par an. Voilà. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Bien sûr, ça, les joies de l'informatique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac. Quand j'ai changé, on va la refaire. Excusez-moi, il y a un petit souci. Tac. Là, c'est bon. Donc, je disais que les seuils du nouveau diagnostic de performance énergétique ont été réévalués pour la consommation énergétique, mais également pour les émissions de gaz à effet de serre. Le plus important dans ce nouveau diagnostic de performance énergétique, c'est surtout qu'aujourd'hui, la classification d'un logement, elle prend en compte les deux catégories, donc la consommation et les émissions de gaz à effet de serre. Donc, toujours dans l'exemple de tout à l'heure, du même logement qui consommait 150 kWh d'énergie finale, dans le nouveau diagnostic de performance énergétique,
si j'applique les deux critères, en fait, par exemple, le logement qui était fixé, qui était chauffé à l'électricité, avait une très mauvaise note au niveau de la Nicolas, consommation je suis énergétique. désolé, Oui. je te coupe, mais en fait, on n'a plus de présentation. Ah bon? Ok. Ah, alors, tu fais bien de… Et vu tous les chiffres que tu donnes, c'est pas évident à suivre. Ah, mais complètement. Alors, ok, excusez-moi. Tu as bien fait de me le redire. Tac. Merci, Mathieu. Là, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Là, c'est bon. Ok, merci. Désolé, je ne sais pas, il y a eu un bug. Donc, je disais, les logements qui sont chauffés à l'électricité aujourd'hui, au vu de l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, seraient catégorisés en F dans le nouveau diagnostic de performance énergétique. Un logement au fioul, lui, serait catégorisé en classe énergétique D, du fait que bon, il ne consomme pas beaucoup en énergie primaire, mais les émissions de gaz à effet de serre sont comptabilisées et aujourd'hui, donc, il y a un double seuil qui permet donc de réévaluer un peu la performance d'un bâtiment. Et on voit donc ici que la meilleure position pour ce petit comparatif concerne le bois énergie, où donc voilà, pour cette toujours même énergie consommée, là on serait en classe C parce qu'on aurait des bons critères au niveau de la consommation énergétique et au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc c'était un petit récap pour présenter les avantages en fait du bois énergie dans le logement et sur la classification du DPE. J'ai mis une petite diapositive pour mettre en avant en fait le bois énergie au niveau des émissions de CO2 par rapport au kilowattheure d'énergie produite. Et on voit que tout ce qui est bois bûche, bois granulé ou bois plaquette, c'est quasiment 10 fois moins d'émissions que l'ensemble des autres énergies dans les grandes lignes. Donc, à part l'électricité nucléaire, où là, on est très bien placé, on émet très peu de CO2, mais bon, ça produit d'autres déchets, et donc il faudra voir ce qu'on en fera plus tard. Et il faudra trouver des solutions à ce sujet. Problème qu'on n'en a pas du tout avec le bois, puisque c'est une ressource qui a un cycle qui est considéré comme neutre, puisque quand on brûle du bois, donc le carbone est restocké par nos forêts, fixé, et c'est un cycle qui est plutôt qui peut être catégorisé comme vertueux. Donc toute cette base de données, si plus tard vous avez besoin de refaire des calculs sur les bilans des émissions de gaz à effet de serre, j'ai mis un petit lien qui vous permettra de les retrouver sur un des sites de l'ADEME. Donc, un point important aussi qui donne avantage au bois énergie, c'est que vis-à-vis de tous les engagements que prend l'État à réduire donc ses consommations énergétiques et ses émissions de gaz à effet de serre, c'est qu'il y a le côté comment dire, les futurs logements qui seront classés avec des mauvaises catégories, des mauvaises classes, vont peu à peu être interdits à la location parce qu'ils vont passer dans des catégories de non-décence. Donc, c'est vraiment un critère important. D'ici donc 2025, les logements les plus énergivores et avec une classe énergétique située en G seront interdits à la location. Viendra ensuite en 2028 la classe F qui prendra le relais et la classe E en dernière position. Donc ça, c'est vraiment qui est fixé à une échelle quand même assez proche, puisque un logement, quand on a une classe énergétique défavorable, pour le rénover, réduire ses consommations et améliorer sa performance, il va falloir quand même se lancer dans des travaux assez conséquents. Voilà. Ils apportent à faire tourner que la nuit pour le soleil. Oui, le principe, en fait. On s'en fout du tarif jaune. Je vais juste couper un micro. C'est pas une histoire de tarif jaune, c'est une histoire que la résistance tourne pas.
Oui, dès qu'il y a un creux dans le ballon, oui, donc ça, on est d'accord. Mais t'en as qu'on leur a mis l'horloge, qu'ils avaient les journées, et qu'il fallait qu'elle se déclenche que en termes de journée. Tu peux couper son micro, Nicolas? C'était pour pas qu'il J'essaye. trop cher quand elle se déclenche. Tac. Donc il reste ça à faire et. Ici. Voilà, c'est bon. Il fallait que je trouve où c'était, excusez-moi. Alors, du coup, autre gros point fort du bois énergie, c'est bien évidemment son prix. Donc, son coût au kilowattheure produit reste assez stable dans le temps. Donc là, j'ai mis un petit graphique qui est issu des données de l'ADEME qui montre bien donc que le bois énergie dans son ensemble, donc les trois courbes les plus basses, évolue très peu comparé aux autres énergies qui fluctuent en fonction des années. On a des pics qui peuvent générer des grosses facturations à l'utilisateur. Donc là, c'est un peu un sujet d'actualité aussi, où on a une augmentation du prix de l'électricité qui se fait ressentir. Et donc, l'intérêt de passer à une énergie qui utilise donc, le bois prend tout son sens aujourd'hui même. Voilà. De par aussi ce côté économique qui peut être intéressant et attractif pour l'utilisateur. Un point aussi qu'il est important de mettre en avant, c'est que les systèmes de chauffage au bois aujourd'hui sont de plus en plus recommandés car leur performance a nettement évolué depuis. Donc, il y a la création de nouveaux labels, dont le fameux label Flamme Verte 7 étoiles, qui nous permet de garantir en fait des rendements qui sont supérieurs à 75% pour ce système, qui garantit également que les émissions de pollution ont très largement été réduites. Et donc voilà, c'est un des autres critères qui est un point positif pour le bois énergie. Un équipement aussi qui est labellisé Flamme Verte permet donc également de s'ouvrir les portes aux aides à la rénovation énergétique dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Donc c'est vraiment aussi une opportunité à saisir d'avoir donc un système qui est performant, peu polluant et qui est en plus aidé par les aides gouvernementales. Donc c'est trois critères qui peuvent permettre de se lancer et de passer à l'action. Donc le chauffage au bois est présent aussi dans chaque catégorie de système. Donc, quand je parle de catégorie système, ce que je veux mettre en avant, ça va du système tout automatisé au système low-tech. Voilà, avant, le système au bois était vraiment… on avait plutôt tendance à avoir des poêles ou des inserts, des foyers ouverts, donc avec des rendements qui étaient assez peu convaincants. Aujourd'hui, on atteint quand même des performances qui concurrencent largement les technologies. Donc là, il y a le bois a toute sa place. Donc le système de chauffage au bois, il peut se décliner en chauffage central comme en chauffage d'appoint. Ça va dépendre des besoins en fait de l'utilisateur. Et donc là, je peux prendre l'exemple d'une chaudière à granulés qui aujourd'hui peut faire office de chauffage central, tout automatisé. On peut gérer tout ça par smartphone, donc avec des sondes de température. Donc, ça peut fonctionner tout aussi bien qu'un système de chauffage anciennement au fioul ou au gaz. Le seul petit point qu'on va pouvoir lui reprocher, c'est la cendre qu'il va falloir vider de temps en temps. Voilà. Mais sinon, sur les autres points, elle fait le travail. Donc, on a aussi les poêles qui ont évolué d'un point de vue technologique aussi, avec maintenant des poêles qui sont équipés de pierres réfractaires,
donc qui allonge un peu le temps de diffusion de la chaleur. Donc ça permet aussi, quand on met du bois bûche, d'étaler un petit peu la diffusion de l'énergie dans le temps. Et ça évite de faire des rechargements trop fréquents. Voilà. Donc tout ça, c'est des petites avancées qui ont leur impact et qui permettent au bois énergie de bien se placer dans le logement. Donc j'ai mis quelques ordres de grandeur des coûts de ces installations. Donc tout ça, pourquoi? C'est surtout pour, dans le cadre du chauffage domestique, l'idée c'était de montrer que selon les équipements, on a quand même des investissements qui sont assez conséquents. Donc pour tout ce qui est poêle, insert, ça reste largement abordable. Pour ce qui est chaudière, là, on est sur des systèmes un peu plus complexes et donc ça demande des investissements qui peuvent être assez lourds pour certains. Et donc c'est là qu'intervient en fait les aides à la rénovation énergétique qui justement vont pouvoir permettre aux usagers de s'orienter vers des solutions qui utilisent cette énergie-là. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la rénovation et pour les logements, donc tout ce qui est dans le domaine de l'habitat, on a une multitude de dispositifs qui peuvent inciter l'utilisateur à passer à l'acte. Donc on a déjà la TVA donc, qui est réduite. Tout ce qui concerne les travaux de rénovation énergétique, on a une TVA à 5,5. Les travaux de rénovation, même qui ne sont pas ce coup-ci de rénovation énergétique, mais autres, donc réfection de toiture ou autre, ça va être des aides à 10%. Et après, tout ce qui ne concerne pas la rénovation énergétique, la TVA sera à 20% comme tout autre travaux. Donc les principaux dispositifs financiers, permettent d'aider le particulier à s'orienter vers cette énergie. Donc, on a le dispositif de l'ANA qui permet de la rénovation globale. Le dispositif MaPrimeRénov' qui, lui, est couplé au certificat d'économie d'énergie et qui permet donc des réductions de coûts sur des opérations singulières ou globales assez intéressantes. Et on a l'éco-prêt à taux zéro qui, là, je rentre peut-être un petit peu dans le détail, mais qui permet d'emprunter d'avoir un budget plus conséquent pour lisser les dépenses sur le long terme. Les fameux dispositifs incitatifs, donc dans le domaine toujours sur le côté du logement, vont être définis en fonction donc des ressources des ménages. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il y a différentes catégories et selon la catégorie dans laquelle on se situe, on va avoir des aides plus ou moins intéressantes. Voilà. Donc là, les aides sont principalement dédiées aux logements qui sont des résidences principales. Voilà, donc on a le dispositif MaPrimeRénov' qui aujourd'hui a connu vraiment un gros boom depuis sa mise en place en 2020. Il y a eu 570 000 dossiers qui ont été déposés et sur ces 570 000 dossiers, il y en a 64% qui concernent le changement du système de chauffage seul. Donc, il y a vraiment une position à prendre au niveau des systèmes de chauffage au bois sur le côté rénovation énergétique dans le secteur résidentiel. Donc là, on voit bien que les aides sont quand même pas mal intéressantes pour les particuliers qui souhaiteraient s'orienter et changer leur énergie de chauffage. Donc, si je suis un particulier aux ressources plutôt catégorisées comme modestes et donc dans la tranche bleue, comme ça a été défini au niveau national, donc si j'installe une chaudière à granulés, je peux avoir une aide quand même à hauteur de 10 000 €. Et si cette aide, si je viens en remplacement, installer cette chaudière granulée en remplacement d'un système de chauffage au fioul, je viens booster cette aide par l'aide des certificats d'économie d'énergie qui s'élève à 4 000 € supplémentaires. Donc, quand on a pour une chaudière à granulés
un investissement qui est normalement sans aide à hauteur de 18-20 000 euros. Là, ces aides sont quand même pas mal intéressantes et très concurrentielles et peuvent permettre aux demandeurs d'avoir un système vraiment performant en bois énergie sans avoir trop d'investissement. En fait, la pompe à chaleur, le gaz, c'est toxique et tout. Du coup, pour avoir droit, pour pouvoir faire la demande de ces aides, il va falloir donc passer par des artisans qui aient une certification RGE, donc la certification Calibois. Donc, ce sont les seuls artisans qui peuvent vous faire bénéficier de ces dispositifs incitatifs. Et donc, ces artisans sont formés en fait pour le bon dimensionnement de l'équipement et pour qu'ils mettent lorsqu'ils vont venir intervenir chez vous des installations, des équipements qui répondent à certains critères, dont le fameux label flamme verte. Donc, ils sont censés installer des équipements qui sont très, très performants et qui polluent peu. Voilà, donc ça, c'est un petit lien pour, au cas où, si besoin, se mettre en relation avec des artisans qui sont capables d'installer des équipements assez performants. Donc, le bois énergie, il y a un gros enjeu pour l'avenir, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un petit peu au courant, il y a un objectif de suppression des systèmes de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles, donc notamment le fioul. Et donc, en suppression de ces équipements-là, le bois a toute sa place pour venir les remplacer et donc justement réduire les émissions de gaz à effet de serre. Bon, j'ai mis un petit graphique pour montrer quand même que le bois a une bonne part du marché, notamment pour les poêles. On est quand même assez loin du nombre de ventes de pompes à chaleur qui, lui, a vraiment le vent en poupe ces temps-ci. Et bon, ça, c'est certainement dû à la réversibilité du système qui peut éventuellement produire du froid. Voilà. Donc, ce qui certainement apporte un gros argument dans la balance des consommateurs qui ont généralement des logements peu isolés et peu protégés des surchauffes et qui donc peuvent s'orienter sur ces systèmes-là. Bon, ces tendances vont peut-être un peu changer dans le temps, vu que les pompes à chaleur, ça fonctionne à l'électricité et que l'électricité a plutôt une tendance positive à l'augmentation au niveau de son coût. Donc, je trouvais pas mal de mettre ce petit graphique pour illustrer un peu la place et la part des équipements bois comparé à d'autres solutions. Donc, on voit bien que le marché des pompes à chaleur est quand même en grosse expansion. Et donc, c'est généralement les pompes à chaleur viennent en remplacement des chaudières fuel. Nous, au niveau des conseillers FER, donc qui reçoivent les particuliers pour les informer des systèmes de chauffage. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de demandes de ce côté-là et il y a un enjeu sur ce volet à faire de la sensibilisation pour pas que tout le monde s'oriente sur ce système qui n'est pas forcément le plus adapté, surtout aux logements qui sont très peu isolés. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie habitat résidentiel. Après, pour les dispositifs incitatifs, aujourd'hui, on a aussi à l'échelle du département Ardéchois le contrat de chaleur renouvelable. Donc ça, c'est un dispositif qui est destiné à aider les collectivités à porter leurs investissements sur les systèmes de chauffage au bois. Donc, les réseaux de chaleur fonctionnant au bois, les chaufferies bois granulés, les chaufferies bois déchiquetés. Donc ça, c'est vraiment une opportunité qui a une durée limitée dans le temps. Donc c'est un dispositif de l'ADEME qui durera jusqu'à fin 2022 et qui est réservé aux maîtres d'ouvrage publics. Donc là, sur le département ardéchois, on a des objectifs chiffrés de production de chaleur de 8000 MWh
ce qu'on a pu estimer et qui représenterait environ 60 installations de chauffage bois à concevoir, à réaliser d'ici fin 2022. Voilà, donc c'est un dispositif qui nous donne des moyens donc, financiers notamment, où il y a une enveloppe quand même de 1 900 000 € pour soutenir les investissements. Donc les aides, elles sont distribuées en fonction de la chaleur qui sera produite par le système bois énergie. Donc c'est pas, on ne sait pas vraiment à l'avance l'aide à laquelle on va pouvoir prétendre, mais il y a quand même ça représente quand même une très grande opportunité à saisir. Voilà. Dans ce dispositif-là, on peut le cumuler avec d'autres aides, dont les aides de la région et les aides de l'État, avec un plafond d'aide maximum de 80%. Voilà. Donc ça, c'est un autre point. On voit en fait qu'au niveau national, il y a vraiment des leviers, des incitations à changer d'énergie pour décarboniser un peu tout ça et mettre en place des choses un petit peu plus vertueuses pour l'environnement. Donc, je pense que c'est l'occasion et il faut s'en saisir de prendre le tournant et s'orienter vers le bois énergie qui présente pas mal d'avantages. Donc, de ce côté-là, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, donc, il y a ces réductions, il y a le coût de l'énergie qui est assez bas et qui reste assez stable. La performance des équipements qui évolue vraiment bien au fil des années, donc font que tous ces arguments sont des bons points qu'il faut retenir pour se lancer. Voilà. Donc moi, j'ai terminé ma partie, ma présentation. Je vais laisser maintenant la parole à Fibois. Après, s'il y a des questions, oui, Nicolas, donc du coup, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, on a Guillaume qui a posé quelques questions. Donc, je les relis, mais tu peux la lire en même temps. Je vois qu'il y a d'autres questions aussi. Donc, je te lis la première. Donc, le nouveau DPE distingue-t-il des différences entre cheminée ouverte à bois bûche, fortement émettrice de particules fines, dangereuses pour la santé, et les chaudières automatiques au granulé bois à haut rendement? Donc, tu peux déjà répondre sur cette première question. Là, je ne saurais pas dire dans le détail comment ça va être catégorisé, si vraiment le foyer ouvert va avoir des émissions vraiment, des effets vraiment négatifs du fait qu'il ait des mauvaises performances par rapport à une chaudière. Parce que c'est vrai que là, si on considère le fait que le combustible reste du bois dans les deux cas, c'est vrai que le bois, donc ce que j'ai montré tout à l'heure au niveau des émissions de gaz à effet de serre par rapport au kilowattheure produit, on restera sur ce même critère-là. Après, normalement, quand on a un équipement qui a un très faible rendement, on va justement consommer plus d'énergie pour avoir un certain niveau de confort dans son bâtiment. Et donc, si on consomme plus d'énergie, forcément, on va émettre plus de particules. Et donc, je pense que dans ce sens-là, il peut y avoir un désavantage au niveau du diagnostic de performance énergétique pour le foyer ouvert. Voilà. Après, dans le détail, je ne sais pas comment c'est fait dans les méthodes de calcul et je peux essayer de regarder un petit peu plus de manière approfondie et essayer d'apporter l'information. Je vais noter le nom de la personne, donc Guillaume, et je vais essayer de renseigner. Après, au jour d'aujourd'hui, dans ce qui se commercialise, je ne pense pas te dire de bêtises en disant que on est quand même beaucoup plus sur des foyers fermés et des poêles performants que sur des inserts ouverts qui restent très, très, très à la marge. Et sur l'autre partie de la question là, de Guillaume, donc peut-on économiser de la ressource bois face à la demande croissante en pénalisant la consommation de bûches? Donc là, on est sur la partie qui va être évoquée maintenant
par Mathieu. Donc, je pense qu'une bonne partie des questions qui se posent vont être levées avec l'intervention de Mathieu. Donc, on va laisser la parole à Mathieu. Et puis après, si du coup, il reste des questions, on pourra y répondre. Et n'hésitez pas, pour tous les participants, à poser vos questions dans le forum de discussion. Mathieu, c'est à toi. Tu peux te connecter. Voilà. Là, c'est bon? Non. Alors, donc bonjour à tous. Donc, Mathieu Petit, donc à Fiboire d'Ageron, le collègue de Boris, où je m'occupe surtout de tout ce qui est bois, énergie. Voilà, à la fois donc, sur le développement des activités des différents combustibles et en même temps sur l'analyse, sur le contrôle qualité du fait qu'on a un laboratoire d'analyse là sur la gare TGV de Valence dédié au combustible bois. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que on vous donne à la fois des éléments, voilà, un peu de contexte, de filière, pour que vous ayez tous des fois des chiffres, même si vous ne les retenez pas tous là, c'est voilà, de pouvoir avoir des chiffres, parce qu'on peut souvent des fois vous poser des questions par rapport à cette ressource en bois. Donc, je vais vous présenter un peu la ressource, les différents combustibles, et après, on enchaînera donc avec Thierry Baracan, qui est un des producteurs de bois qu'on a de bois énergie qu'on a sur le département qui livre sur le département de l'Ardèche et qui voilà, pourra répondre aussi aux questions. Alors, la première question, c'est, enfin voilà, que j'ai noté, j'ai fait exprès, c'est plus de bois en Ardèche. Voilà, c'est souvent la chose qu'on a en ce moment, hein, c'est il n'y a plus de bois, il ne faut plus couper du bois. On va déforester la France. Cette diapositive, elle est là pour vous montrer un peu comment, en réalité, l'évolution de la forêt en France. À gauche, vous avez, il y a 100 ans, 1908, l'état de boisement de la France par département. Et bon, donc avec un chiffre qui paraît gros, près de 10 millions d'hectares de surface boisée. Vous voyez le classement avec le gradient de vert. Plus on est foncé, plus on a du bois. On voit bien que si on regarde notre département de l'Ardèche, à l'époque, on faisait partie, comme beaucoup de départements, il y a 100 ans, sans trop de boisement. On regarde 100 ans après, en 2019. Et alors effectivement, la surface au niveau national a augmenté. On est passé à près de 17 millions d'hectares. Mais surtout, si on regarde, on voit que l'Ardèche là, est passé vraiment du tout au rien. On est passé de la zone quasiment sans boisement à la zone ultra boisée, avec un taux de boisement de 58%, ce qui est énorme. Ça veut dire que plus de la moitié de la surface du département, c'est de la forêt. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, l'Ardèche fait partie des départements les plus boisés de France et c'est un des principaux départements boisés de la région. Donc, en fait, voilà, déjà, premier élément de réponse, on a aujourd'hui clairement, et au niveau national et encore plus chez nous en Ardèche, une augmentation de la surface de forêt naturellement, soit par plantation, soit naturellement, tout simplement, voilà, parce que la forêt grandit, les arbres poussent, quoi. Ce qui est intéressant à regarder souvent aussi qu'on nous dit, c'est la forêt pousse, ok, mais on coupe trop de bois. Alors, oui, avant de vous parler de ce qu'on coupe, ça, c'est plus des chiffres. Ça vous permet, si jamais des fois on vous demande, voilà, ça vous redonne un peu des ratios, le nombre d'hectares, les pourcentages du département. On va retrouver un peu ces chiffres. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus. C'est plus pour que ce diaporama pourra vous permettre peut-être d'avoir des données ou de transmettre à certains de vos clients qui pourraient être demandeurs de ce type d'informations. Donc, sur le fait qu'on coupe du bois en Ardèche, donc effectivement, on coupe du bois. Par contre, en fait, le message qu'il faut bien retenir, c'est qu'on en coupe au final très, très peu par rapport à ce qui pousse. Alors, pour étayer ça, vous avez ici ce graphique. Là, on voit cette grande barre vert clair, ce qu'on appelle chez nous l'accroissement. L'accroissement, donc, qui est quantifié à 1,5 million de mètres cubes, c'est, comme j'ai mis en dessous, ce qui pousse chaque année. C'est-à-dire naturellement dans les forêts, les arbres grossissent ou s'étendent, et ce qui naturellement en Ardèche, sans intervention, ce qui pousse naturellement sur notre territoire, c'est 1,5 million de mètres cubes. Et dans ces 1,5 million de mètres cubes, vous avez en dessous ce qu'on en fait. Il faut voir en fait qu'il y a 13% du bois
qui va essentiellement être utilisé pour ce qu'on appelle, nous, la filière bois d'œuvre, c'est-à-dire essentiellement le sciage et la construction bois. Donc, je vous ai mis un exemple de construction un peu moderne, type ossature bois. Et 5% qui va servir essentiellement au bois énergie. Bois énergie sous toutes ses formes, ça peut être de la plaquette, ça peut être de la bûche. Et il en reste quasiment 80% qu'aujourd'hui, on ne coupe pas. Ce qui veut dire que chaque année, en fait, là, c'est une moyenne, ce que je vous mets. Donc, ça veut dire que chaque année, on a un accroissement de 1,5 million de mètres cubes. Et chaque année, en fait, on en laisse 80%. Donc, on a une capitalisation en forêt qui est assez importante. Et on est donc aujourd'hui pas du tout dans ce que pourrait le titre de ma diapositive, qui est plus de bois en Ardèche, pas loin de là. Donc voilà, c'était ma petite conclusion. Donc ça, c'était le petit préambule. C'était souvent il y a des questions sur ça, donc c'est des fois important de recontextualiser. Maintenant, on va s'intéresser aux 3 combustibles. Les 3 principaux combustibles qu'on a sur le département de l'Ardèche qu'on utilise, c'est le bois bûche, le bois déchiqueté ou le granulé. Jusque-là, il y a l'ensemble qui est utilisé sur notre département. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se produit et puis un peu quelques chiffres. On va commencer par le bois déchiqueté. Alors, une diapo, là, je vais vous la présenter, parce qu'il y a beaucoup d'images. Avant de vous parler des images, on va retenir les quelques chiffres. Au global, sur le département de l'Ardèche, on recense 130 chaudières. Alors, c'est peut-être 140, 150, mais on est autour de un peu plus de la centaine de chaudières au bois déchiqueté qui sont installées, ce qui est à peu près 30 000 tonnes. Alors, le chiffre peut être important, ou 30 mégawatts de puissance. Ce qu'il faut dans le type de chaudière, on a quelques gros réseaux de chaleur comme Aubenas ou le Cheylard. Mais sinon, on est essentiellement sur des chaufferies qui vont alimenter un ou plusieurs bâtiments. Et c'est ce que je vous ai mis en dessous. C'est plutôt des chaudières type individuel, qu'on appelle entre 50 et 150 kW. Des consommations assez faibles. Ça va de 200, une centaine de mètres cubes de plaquettes par an. Les chaudières ressemblent plutôt au schéma que je vous ai mis en haut, c'est-à-dire chaudière avec un silo à côté, ou un silo de stockage où on va vider la plaquette, et donc un décileur et des vis qui vont nous amener la plaquette automatiquement dans la chaudière pour être brûlée. Sur ce produit-là, ce qui est important, sur ces types de chaudières-là, qui est l'essentiel des chaudières qu'on installe sur le département d'Ardèche, il faut qu'on mette une qualité de plaquette spécifique. Et c'est vrai qu'on a des termes techniques dans la filière, parce que la plaquette, le bois déchiqueté, on peut avoir plusieurs tailles de bois déchiqueté. Il est important d'avoir le bon format pour éviter soit des casses ou soit d'éviter des pertes de rendement de combustion. On va souvent parler de plaquettes avec ces sigles-là, P31, F05 et M30. Donc, le P, ça nous signifie un peu la taille de la plaquette. Donc, plus le chiffre est gros, plus c'est gros. Donc, souvent, c'est P31, mais il existe aussi du P60 ou du 30 ou du 100. Donc là, c'est plutôt de la petite plaquette. Le F, ça va nous donner le taux de fine, et ça, c'est important. Il ne faut pas qu'on ait trop de fine dans la plaquette parce que ça pourrait créer des envolées. Et le M, qui est l'humidité. Dans le bois déchiqueté, on a nos chaudières. Les petites chaudières peuvent brûler du bois jusqu'à 30%, donc ça demande du bois sec. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble en réel, je reviendrai sur la diapo après sur les images. Vous avez ici la photo, parce que j'ai monté le diapo un peu à l'envers. Là, vous l'avez en taille réelle. Donc voilà, j'ai zoomé pour que ça fasse vraiment taille réelle. Voilà un petit peu taille réelle de l'écran. Ça vous donne l'idée. C'est quand même petit comme copeaux. Au niveau du schéma, je reviens ici pour vous dire un peu comment on produit ça. C'est essentiellement du bois qui vient de forêt. Vous avez ici un petit schéma qui explique. Pour faire ça, les bois, on va pouvoir les faire venir. On va avoir différents types de coupes, soit des coupes où effectivement on va éclaircir, soit juste éclaircir et laisser des arbres pour faire, qui vont eux pousser pour plus tard faire du bois d'œuvre pour alimenter des scieries. Ou alors on va faire ce qu'on appelle une coupe à blanc. L'objectif étant de repartir sur une nouvelle génération de peuplement. Les bois vont être amenés souvent sur des plateformes de production. Et nos plaquettes sont broyées avec ces petites machines-là qu'on appelle sont souvent assez grosses, des déchiqueteuses. La plaquette est stockée sous un hangar et va être séchée. Et c'est comme ça, c'est naturellement qu'on va pouvoir obtenir l'humidité inférieure à 30%. Ensuite, on peut plus ou moins la travailler, on peut la cribler si on a besoin pour enlever la fine. On peut faire plusieurs niveaux de qualité. Souvent, les entreprises, il va y avoir des contrôles.
qualité qui vont être mesurées justement avant de les livrer. Et c'est après qu'on va pouvoir vous livrer directement en chaufferie la plaquette. Donc là, voilà, j'ai mis plusieurs itinéraires. On peut se retrouver des fois sur du bois de bocage. Alors, on en a, ce n'est pas l'essentiel de notre ressource en Ardèche, c'est plutôt la forêt, mais il peut aussi y avoir du bocage. Donc, souvent, on est sur des chantiers mécanisés. Voilà, ça dépend aussi le relief, mais on est souvent voilà, sur des machines qui… il y a souvent de la mécanisation, mais souvent, c'est un binôme mécanisation et opérateur au sol. Donc, voilà comment on fait. Et donc, ensuite, pour livrer en chaufferie, on va utiliser 2 types de livraison, soit une livraison en vrac, qui est le traditionnel, et c'est ce qu'on a installé pendant de nombreuses années, quasiment jusqu'en 2015, beaucoup d'installations comme ça. Et maintenant, de plus en plus, parce que les entreprises se sont équipées pour pouvoir répondre à la demande, on est en capacité de livrer en soufflage. Et ça, c'est extrêmement intéressant aujourd'hui sur des projets de chaudière, parce que souvent, la plaquette, c'est une chaudière à plaquette hors mi-coût. Enfin, voilà, on n'ose pas trop des fois y aller parce que ça a des coûts de génie civil, le fait de faire des silos enterrés qui peuvent être vite chers. Le soufflage, tout simplement, on va arriver avec une caisson un peu identique, si ce n'est qu'il y a un tuyau et on va souffler la plaquette. Et là, on peut travailler à niveau 0. C'est-à-dire qu'on peut travailler sur soit des silos qui ont été montés sans avoir besoin de creuser, ou on peut, à l'inverse, on met le tuyau et on peut alimenter dans une cave. Donc, c'est des choses qu'on a mis en place en Ardèche. On a plusieurs chaufferies qui tournent comme ça. Et c'est très pratique parce qu'on minimise fortement les coûts de construction et on peut utiliser une ressource locale qui est la plaquette. Donc, voilà. Par contre, pour que ça marche, les chaudières à plaquettes, hormis l'installation de chauffage, donc voilà, de conception de plomberie, on a un autre gros aspect. Là, vous le voyez justement, je viens de dire plusieurs fois le mot silo. C'est la construction des silos, que ce soit en aérien ou en enterré, et tous les problématiques d'accès par rapport au camion. Donc ça, voilà, c'est pas trop sujet, mais c'est quand même pour vous dire, il y a un document qui existe. Donc il faut, pour ceux qui, si jamais vous êtes, même pour des particuliers, amenés à travailler ce sujet, renseignez-vous bien avant. Souvent, voilà, ce qui fait aussi que souvent les choses marchent bien, c'est quand les camions peuvent accéder facilement. Donc, j'enchaîne sur l'autre combustible qui est le granulé. Le granulé, lui, donc en termes de fiers, on compte à peu près 90 chaudières collectives, c'est-à-dire au niveau de communes, un peu plus de 1000 chaudières chez des particuliers, et puis plusieurs dizaines de milliers de poêles qui sont déjà installés. On estime la consommation à 10 000 tonnes par an, c'est plutôt la partie chaudière. Voilà, on serait peut-être entre 10 et 20 000 tonnes par an. L'approvisionnement en Ardèche vient essentiellement d'usines d'Auvergne-Rhône-Alpes, de la région, tout simplement parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la première région productrice de granulés en France. Comme vous voyez là sur la carte, tous les points, c'est des usines. Alors, il n'y a pas d'usine en Ardèche, mais il y a des usines à proximité. On en a une Nord-Drôme, 2 en Haute-Loire, qui sont très, très proches. Et aujourd'hui, en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, on produit, ça qui est important à avoir, on produit beaucoup plus de granulés que ce qu'on en consomme. Donc, ce qui permet d'alimenter aussi d'autres régions qui ne sont pas forcément dans ce schéma-là. Donc, aujourd'hui, on est sur voilà, une filière qui s'est aussi structurée sur la production. Le granulé est produit exclusivement à partir de connexes de scierie, c'est-à-dire les morceaux de bois qu'on ne valorise pas en planche, et c'est essentiellement soit en sciure. Et en sciure, donc de bois écorcé. C'est-à-dire on ne produit pas le granulé aujourd'hui à partir de troncs d'arbres juste coupés en forêt. Il y a quelques usines ailleurs qui essayent d'y réfléchir, mais ça pose des problématiques de coût de production. Donc, ce n'est pas si évident. Aujourd'hui, toutes nos usines, c'est uniquement de la sciure, des scieries. Et comme aujourd'hui, les scieries tournent bien comme il faut, on n'a pas pour l'instant, les usines tournent correctement. Au niveau de l'approvisionnement des chaudières, donc vous avez ici un petit schéma pareil qui vous explique. Vous avez donc l'usine qui est souvent liée à des scieries, donc soit une seule scierie qui peut être accolée, soit plusieurs scieries, ce qui est le cas de l'usine du Nord-Drôme, par exemple, ou Bioval en Haute-Loire, qui va s'approvisionner dans plusieurs usines de production de sillage, récupérer la sciure et fabriquer son granulé. Le granulé est souvent après envoyé chez des distributeurs qui sont soit équipés de silos, soit de stockage à l'abri, qui vont pouvoir avoir du stock de granulés et eux, après, vont le prendre
s'assurer de la conformité via des contrôles et des contrôles qualité, et vous livrez exclusivement pour les chaudières en camion souffleur. Au niveau des poêles, on a quelques entreprises qui vont être aussi capables de vous proposer de la distribution de palettes de granulés directement chez l'habitant. Sinon, il y a tout un réseau de distribution qui s'est formé auprès de magasins spécialisés sur le bois, sur plutôt l'agricole ou aussi grande distribution. Aujourd'hui, voilà, il y a au niveau du sac de granulés, il y a plusieurs canaux de possibilités. Tout dépend si on a envie ou pas d'aller soi-même se charger son granulé dans des magasins et se dépiler les palettes et réempiler les sacs dans son garage. Sinon, on peut faire appel à des entreprises qui viennent le faire et qui posent directement la palette, souvent dans le garage. Donc, voilà un petit peu sur le granulé. C'est assez rapidement parce que je voulais vous parler un petit peu plus du bois. Ah oui, non, avant, c'était sur les entreprises. C'est vrai que je n'ai pas parlé de qu'est-ce qu'on a comme entreprise. Sur Drôme Ardèche, on a 12 entreprises qui, enfin, on n'a pas tout à fait, mais on a pas mal d'entreprises qui livrent sur Drôme Ardèche. Alors, nous, voilà, on raisonne souvent de Drôme Ardèche parce que du fait de la vallée du Rhône au milieu, c'est souvent un axe qui permet facilement d'aller livrer de part et d'autre. Donc, souvent 2 départements qui sont souvent au niveau des ventes, des achats et des ventes de bois assez complémentaires. Donc, je vous ai mis la liste ici en fonction des petits numéros des puces. Aujourd'hui, c'est tous et en fonction de la couleur, vous avez s'ils font plutôt du bois déchiqueté ou s'ils vous distribuent du granulé en vrac pour les chaudières. C'est essentiellement des entreprises aujourd'hui certifiées, à la fois sur la certification de qualité du produit, du service, c'est-à-dire de la livraison, et aussi de la gestion durable, qui est important, qui est PEFC, qui permet de garantir que les matières utilisées ne sont pas issues de déforestation et elles ont bien été coupées, même pour le bois, même pour la sciure, provient bien de coupes de bois de forêts qui se régénèrent. Et donc, on est bien dans un système vertueux de régénération des forêts derrière. Donc, c'est aussi important en termes de qualité. Donc, ça, c'était pour la plaquette et le granulé plutôt axé chaudière. Maintenant, je vais vous parler un peu juste du bois bûche. On a fait un petit travail là, essayer de recenser un petit peu les consommations en bois de chauffage. Aujourd'hui, sur les 2 départements, parce qu'on a travaillé pareil, sur les 2 départements, on consommerait à peu près 700 000 stères de bois bûche, ce qui est très important, hein, mais il faut savoir que le bois bûche, on l'a toujours consommé historiquement sur nos départements. Il n'y a pas tant d'évolution par rapport aux autres années. On est plutôt sur stable. Une grosse production est issue soit de l'autoconsommation pour les gens qui ont du bois ou des circuits courts, c'est-à-dire circuits courts, on peut y avoir des agriculteurs qui livrent un peu de la bûche de bois à eux, qui ne sont pas déclarés comme des entreprises professionnelles de la vente de bois de chauffage. Et on a une centaine d'entreprises déclarées qui, eux, vont faire quand même près de 100 000 stères. Et donc, c'était plus pour vous parler un petit peu de ce type d'entreprise. On est essentiellement sur des petites structures, hein, des structures familiales. On a quelques grosses entreprises, hein, comme l'entreprise Baracan qui témoignera après, qui vont faire plusieurs milliers de stères. Sinon, c'est souvent des entreprises autour de un peu moins de 1000 stères par an qui font. Donc, c'est souvent des échelle, taille, petite entreprise unipersonnelle. Ce qui est intéressant à regarder, c'est le type de bois qui est demandé et c'est très révélateur de l'évolution du marché. C'est sûr que le plus gros volume qui est demandé aujourd'hui, la plupart des entreprises, 50% du bois qu'on leur demande, c'est du 50 cm, qui est le bois historique, la dimension historique qu'on avait dans beaucoup de vieux inserts et autres. Et le ratio est un peu plus faible pour tout ce qui est du 30, 33, voire 25. Par contre, quand on regarde l'évolution sur plusieurs années, toutes les entreprises nous disent que globalement, soit sur les grandes dimensions, on a soit une stagnation au mieux, voire une diminution de la demande. Et c'est plutôt l'inverse, on voit apparaître de plus en plus une augmentation de la demande en bûches de petite taille. Et ça, c'est tout simplement lié au développement des poêles en face, hein, qui en parallèle nous demandent des bûches de plus en plus petites, aussi bien de petite taille et de petit diamètre.
Le fait de faire ça, ça implique que depuis quelques années, les producteurs, pour assurer la commercialisation et la vente de bois bûches sur le territoire, on a de plus en plus d'entreprises qui s'équipent de nouveaux matériels plus adaptés pour ces bûches de petite taille. Alors déjà, il faut savoir que la plupart, maintenant, 75% des entreprises qu'on a, ils ont des combinés. Un combiné, donc c'est un appareil qui permet vraiment de faire un peu de rendement, c'est scier et fendre en même temps. Très peu sont équipés, vous voyez, anciennement des fendeuses verticales qu'on pouvait avoir à l'arrière d'un tracteur et faire vraiment les bûches les unes à la main, une par une à la main. La plupart sont sur des appareils un peu automatiques. Quelques entreprises sont équipées ce qu'on appelle un nettoyeur ou un crib, c'est qui permet d'enlever tous les éclats de bûches et livrer aux clients des bûches assez propres, sans terre, sans trop d'éclats. Et par contre, quand je vous disais l'évolution du matériel sur ces fameux combinés, avant, ça c'est peut-être une image qui vous parle, souvent sur les machines de bois bûches qu'on pouvait voir sur des foires ou tout simplement sur des vidéos hautes, on voyait souvent cette fameuse étoile là où on poussait un gros rondin de bois et on éclatait comme ça en plusieurs étoiles. Alors là, je vous en ai mis une photo avec beaucoup de bûches, mais il y en avait aussi où on en faisait souvent un peu moins. Et on faisait souvent, en fait, c'était fait pour faire justement des bûches assez grandes. Et vous voyez des bûches avec des gros diamètres, des grosses sections. En fait, ça nous faisait, donc c'est souvent plutôt très adapté, 50-40 sur certaines machines du 33, mais voilà. Et aujourd'hui, on arrive vers d'autres types de machines qui sont plutôt souvent qu'on appelle chez nous des massicots, où on va, vous voyez, fendre dans l'autre sens, on va mettre les rondelles et on va fondre à la verticale et on va pouvoir produire des bûches on va pouvoir jouer et avoir soit des petites tailles comme ici ou des plus grosses. Donc, on va plus facilement jouer sur les tailles et produire, et là, sur ces rondelles-là, on peut faire plus facilement des petites longueurs. Donc, c'est pour vous dire aussi que c'est que vous ayez ça un peu en tête. En final, on a des entreprises qui se développent. Là, je vous montre un peu ces deux types de machines qu'on installe chez des producteurs de bois bûches aujourd'hui en Dromardèche. Alors, on a la version très industrielle, un peu grosse, et puis la version un peu plus petite. Ça, c'est aujourd'hui, on a des entreprises qui font 1000 à 2000 stères de bois bûches, qui sont des entreprises locales qui sont équipées de ça. C'est ce qui permet aujourd'hui d'aller faire des petites des bûches, faire à la fois du volume et de répondre à la demande au niveau des tailles de bois. Donc, voilà, c'était pour vous ayez aussi ça. On n'est plus sur l'image de la personne qui fait des bûches en forêt. Ça ne veut dire pas qu'il n'y en a plus, c'est juste qu'aujourd'hui, l'activité professionnelle est plutôt basée sur des activités sur plateforme de production. Ce qui est intéressant à regarder sur le bois de chauffage aussi, c'est l'évolution de la clientèle. On a parlé de l'évolution des tailles de bûches, mais il y a l'évolution de la clientèle. Alors, ce qui est sûr, c'est que 95% des entreprises vendent en vrac. Quasiment tout le monde vend en vrac. Ça reste le moyen de vente le plus universel. On voit par contre que le panier moyen, quand on demande aux entreprises, là où avant, des fois, on nous demandait des 10 stères, à chaque fois, ça réduit fortement. On tombe maintenant sur quasiment 5 stères. Alors, c'est lié, il y a eu des hivers doux, mais on a surtout le fait les maisons plus isolées, des poêles plus performants et aussi des maisons souvent plus petites, tout simplement parce que la clientèle a aussi beaucoup évolué. Quand on regarde un peu où sont situés les clients de certaines entreprises, on s'aperçoit qu'on commence à toucher de plus en plus les lotissements, ou là, lotissements que ce soit en village ou en zone de ville, et où on a souvent des petites maisons, pas des grosses surfaces de stockage, pas des capacités de stocker non plus dehors des gros volumes. Donc, en fait, on est sur… Et puis, donc, des maisons plus petites, donc moins besoin de chauffage. Donc, on a aussi toute une… Et ça, on n'est plus donc sur une clientèle agricole, entre guillemets, et plutôt une clientèle urbaine. Et donc, on a souvent des gens aussi avec un peu plus d'exigence, d'où le fait qu'on ait mis des nettoyeurs en production pour enlever tous les éclats, parce que justement, quand on leur livre en vrac, ils veulent bien ramasser le bois, mais s'ils pouvaient ne pas avoir les 2-3 brouettes qui restent derrière de déchets, ça les arrangerait, parce qu'ils ne savent pas forcément comment l'utiliser. Et on voit apparaître, donc l'entreprise Baracan pourra en parler, on voit apparaître des nouveaux modes de vente, qui est la vente palettisée, où on va en fait tout simplement faire comme le granulé et être capable maintenant de livrer des palettes de bûches de l'équivalent de, ça dépend de la taille, jusqu'à 2 stères, 1 stère et demi, 2 stères, directement dans le garage. Et donc, pour cette clientèle très urbaine, c'est des choses qui commencent à pas mal être demandées. Et c'est ce qui permet de garder un côté aussi, on n'a plus la corvée de bois au sol et de garder à la fois cette envie d'utiliser de la bûche,
plutôt que du granulé dans son poêle, tout en ayant les mêmes services en termes de livraison. Donc, c'est des choses aujourd'hui, plusieurs se sont lancés là-dedans et mine de rien, chaque année, ils nous expliquent que ça augmente en demande sur ces types de livraison. Donc, ça reste marginal par rapport au vrac, mais c'est en croissance et je pense que c'est important que vous ayez aussi en tête que potentiellement, ça peut exister, pour le dire à vos clients. Enfin, j'arrive sur l'humidité, parce qu'on n'en avait pas parlé. Et ça, les nouveaux poêles, nouvelle génération, vont fortement nous aider. Aujourd'hui, il y a une demande qui est de plus en plus sur la bûche sèche et voire ce qu'on appelle ultra sèche, c'est-à-dire qui peut être des fois séchée de manière accélérée. C'est tout simplement pour garantir les bons rendements et souvent sur les poêles nouvelle génération, il y a tellement ils sont tellement un peu brillés au niveau des rendements qu'on se retrouve avec des bûches. On n'a presque plus le choix que d'utiliser ce type de produit. Alors, il faut savoir que pour faire du bois sec, c'est très, très long. Ça demande énormément de stock au niveau des entreprises. Il faut, voilà, jusqu'à présent, en séchage naturel, il nous faut énormément de stock sur les plateformes pour pouvoir le faire. Donc, souvent, on a de plus en plus maintenant des entreprises qui ont leur production de bûches sèches et qui, en parallèle, vont après s'approvisionner sur des usines qui vont leur fournir de la bûche séchée artificiellement pour pouvoir continuer de livrer du bois sec comme des périodes en ce moment. Donc, je vous ai mis à gauche une photo d'un séchoir. Donc, voilà, c'est le séchoir là, de l'entreprise Baracan, il pourra en parler mieux que moi, où on va pouvoir sécher des bûches autour d'une semaine, 15 jours. C'est ce qui va, donc en termes là, on n'a plus besoin de faire des stocks énormes en fait, de bûches sur des grandes plateformes en dalle béton et autres pour faire sécher, pour avoir des bûches sèches. On va pouvoir les sécher beaucoup plus rapidement et surtout donc augmenter l'activité. Mais le fait de sécher, ce qui est plus important, et c'est ça le message je pense à faire passer, c'est l'image que je vous ai mis ici, où on voit. Alors, vous la regarderez peut-être plus attentivement, mais ici, vous avez donc plutôt de la bûche traditionnelle un peu plus humide et là, vraiment de la bûche sèche autour des 20% d'humidité. On voit déjà la consommation. Là où on consommait l'équivalent du mètre cube, on peut aller jusqu'à plus de la moitié d'économie de consommation. Et surtout, c'est les rejets atmosphériques parce que contrairement aux chaudières où on peut avoir des filtres, sur des poêles, et on a 0 filtre. Là où on va consommer, sur le cas le pire, avec des vieux appareils et des bûches humides, on va émettre jusqu'à 280 mg par normal mètre cube de pollution. On peut descendre à 13 si on cumule les deux effets, bûche sèche et nouveau poêle. Et c'est là qu'on voit toute la performance en fait, du binôme bûche sèche et nouveau poêle. On arrive vraiment sur là où on nous dit beaucoup que le bois bûche pollue, on arrive vraiment carrément à effacer ça, sans parler après des rendements et des conforts au niveau de l'appareil. Et quoi qu'il en soit, ce que montre cette image par contre, c'est que s'il y a un choix aujourd'hui, d'où le fait que voilà, il y a aussi cette forte poussée de l'État là pour essayer de développer les appareils nouvelle génération, d'installer des poêles nouvelle génération. On voit sur ce travail-là, qui est issu d'une étude d'un laboratoire sérique, c'est qu'il vaut mieux avoir un poêle nouvelle génération, en termes d'émissions, il vaut mieux avoir un poêle nouvelle génération et du bois peut-être un peu moins sec qu'un ancien poêle, puisque sur un ancien poêle avec du bois sec, on émettra quand même 210 mg au niveau de la pollution, et avec un nouveau poêle et des bûches pas trop sèches, on émettra 110. Donc, on émet moins de pollution avec un nouveau poêle qu'avec un ancien. Donc, d'où l'effort, enfin voilà, ce que les systèmes incitatifs qu'a mis l'État par rapport à ces appareils. Et donc, pour finir sur ces entreprises, de la même manière, pour faire un peu un tri dans ça, il y a des qualifications qui existent. Donc là, je vous ai cité les 3 qualifications qu'on peut retrouver sur le secteur. On retrouve l'association, là, c'est chez Arbois Qualité Plus, où on a des entreprises, toujours pareil, avec l'ISO 9001 et le PEFC, donc qui vous garantissent une gestion durable aussi de la ressource. Alors, c'est derrière ce PEFC, il y a des contrôles en forêt, il y a des contrôles réglementaires pour s'assurer qu'il y a bien des règlements qui respectent la réglementation. Il y a toute une batterie de contrôles. Et l'ISO 9001 sur la partie qualité du produit et du service au client. On a aussi la marque NF, bois de chauffage, qui peut être aussi un gage de qualité sur de la bûche du bois de chauffage sec. Et on a un groupe d'entreprises qui sont dans plutôt une charte de bonnes pratiques qui s'appelle Ronald Bois Bûche, qui a vocation à avoir des entreprises qui
qui sont transparentes vis-à-vis de vous, qui, quand le bois n'est plus sec, vous le disent, etc. Et qui sont plus là aussi pour accompagner, vous proposer des outils pédagogiques vis-à-vis des clients. Donc voilà. Et donc, c'est pour finir justement sur ces outils pédagogiques, c'est ce réseau, la France Bois Bûche. Je vous incite, si vous avez des clients qui se posent des questions ou qui ont besoin de conseils sur comment allumer son poêle, avec le fameux allumage par le haut qui permet d'éviter la pollution au moment de l'allumage, ou de comment faire son ramonage, etc. Ce groupe d'entreprises, même si au niveau de la qualité, ils ne s'engagent pas trop sur des respects des contrôles qualité précis de la bûche, c'est derrière cette association, il y a quand même beaucoup de visuels Internet, de petites vidéos là, avec ce monsieur qu'on voit là sur l'écran pour expliquer les bonnes pratiques. Et voilà, je pense que c'est un bon moyen de communication aussi vis-à-vis du particulier. Donc, ça peut être aussi pour vous un support de dire que ça existe pour vous aider à expliquer aussi à vos clients comment bien brûler son bois ou entretenir son poêle. Là, j'en avais fini. J'ai vu que pendant que je parlais, il y avait plusieurs questions qui sont arrivées. Oui, tout à fait. Donc, pour la première question de Savoie Énergie, donc, qui est en fait en gros l'inquiétude de certains clients de se poser la question de se dire est-ce que du coup on n'est pas en train de tout enrésiner, etc., et qu'on ne reboise pas du résineux, si je schématise. Il faut juste rappeler déjà les éléments qu'on a de l'IGN et de l'inventaire forestier national. Majoritairement en France, on a toujours eu une forêt de feuillus. Pour rappeler les chiffres, c'est 67% de la forêt qui est ces dépeuplements de feuillus, 21% de peuplement de conifères et 12% de peuplement dit mixte. Donc, c'est du mélange feuillus-conifères. Déjà, ça, c'est le premier point. Et après, c'est vrai que du coup, je comprends bien la question parce qu'il y a notamment là, un reportage qui est passé qui partait un peu d'un postulat faux. C'est-à-dire que du coup, on montrait dans le reportage notamment des épicéas scolités exploités. Donc, effectivement, du coup, au jour d'aujourd'hui, et en Ardèche, c'est vrai, on est en train d'exploiter des résineux qui ont été plantés après-guerre. Donc, on exploite par exemple du Douglas, des pins noirs et des pins laricio qui ont été plantés après-guerre, qui sont à maturité au jour d'aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne plante plus massivement des résineux en France. Tout à l'heure, quand Mathieu a expliqué qu'il y avait donc une augmentation des surfaces forestières, on est plutôt là, au jour d'aujourd'hui, sur des accrus forestiers, c'est-à-dire du coup, c'est des anciennes terres agricoles qui sont plus exploitées et la forêt regagne naturellement. On est plutôt sur ça. Et aujourd'hui, donc du coup, dans le cadre du plan de relance, vous pouvez en entendre parler. Donc du coup, il y a des aides mises sur la table pour justement reboiser et enrichir les forêts, notamment aussi pour les rendre plus résilientes là, par rapport au changement climatique. Et dans tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, donc du coup, il n'y a pas forcément que du résineux. Là, on a plusieurs exemples en Ardèche où du coup, c'est un mixte feuillu résineux qui est planté. Donc, on n'est pas du tout dans un contexte d'enraisinement massif. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, après, je ne sais pas si Thierry, tu as des choses à dire toi aussi sur ça. Mais c'est vrai que du coup, on a eu des grandes campagnes de reboisement jusque dans les années 90 avec le Fonds forestier national, etc., où effectivement, essentiellement, du résineux était planté. Mais malgré tout, là, aujourd'hui, ce résineux en France, c'est 21% des peuplements et on est majoritairement sur des peuplements feuillus. Oui, moi, si je peux rajouter quelque chose, si tu veux, Boris, c'est de dire que, effectivement, ça fait déjà quelques années, avant même qu'on parle du réchauffement climatique, qu'on s'est posé des questions. Alors, c'était même en dehors du réchauffement climatique, c'était plus lié à des problèmes de plantation qui étaient mangés, qui étaient par le gibier. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que l'idéal, c'était des forêts qui étaient mélangées, dans lesquelles on puisse faire du jardinage. Et beaucoup de ces plantations, justement, qui ont été faites après-guerre, ont été justement organisées, l'exploitation a été organisée de façon à pouvoir laisser justement rentrer de cette régénération naturelle en hêtre, en frêne, en fonction des secteurs. Donc oui, je confirme qu'effectivement, on n'a pas attendu
l'info du réchauffement climatique pour commencer à faire évoluer nos forêts vers un retour aussi à des forêts qui ne sont panachées, en fait. Et alors, ce qui peut choquer le grand public, et ça on peut le comprendre, c'est qu'aujourd'hui, donc du coup, ben, certains peuplements résineux, et notamment en Ardèche, des peuplements de Douglas qui arrivent à maturité, qui ont entre 60 et 70 ans, dans lesquels il n'y a jamais eu aucune éclaircie de fait. Du coup, on arrive sur des peuplements ben, qui sont à maturité. Et donc, voilà, dans certains cas, on n'a pas d'autre choix que de tout couper pour replanter après derrière. Et ça, forcément, c'est visuel, ça se voit, mais c'est pas, même si du coup, ça se voit dans le décor, c'est pas ce qui est majoritairement fait, parce que du coup, il y a d'autres conduites de peuplement. Et derrière, de toute façon, il y a une législation en place, etc. Et c'est reboisé, quoi. Et c'est vrai que du coup, les reboisements qu'on voit aujourd'hui vont tendre plutôt vers du mélange. Donc voilà pour ce point-là. Ouais. Ce qu'on fera de toute façon, j'ai récupéré les questions, donc du coup, avec la présentation qu'on enverra aux participants, on reprendra un peu le fil des questions avec les réponses apportées. Donc après, on a une autre question de Guillaume. En Ardèche, on a de plus en plus de forêts non exploitables voire laissées à l'abandon par manque de routes adaptées aux grumiers et d'une filière bois trop faible. Peu de scieries industrielles du bois. Bon, on a quand même, juste au passage, on a quand même la scierie Croc qui transforme, qui fait du bois d'emballage et qui transforme plus de 100 000 m3 de bois. Donc, c'est un gros producteur de sciure et qui alimente des usines à granulés. Alors, certes, pas sur le département, mais à proximité. Comparé à d'autres départements d'Auvergne, malgré la ressource potentielle, du coup, le granulé fond des kilomètres sur la route et des autres départements pour alimenter la demande croissante. Que faire? Donc là, je ne sais pas qui veut répondre, là, de Thierry ou de Mathieu par rapport à ça. Déjà, alors sur le bois de chauffage, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais au niveau de la provenance des bois, faut savoir quand même que sur tout le bois de chauffage, que tout le volume là, des 700 000 stères, on a regardé les provenances, d'où venait le bois. On est à quasiment 80 à 90% du bois qui provient des deux départements. Donc, il faut savoir déjà que le bois de chauffage, on est effectivement sur l'essentiel. C'était juste pour donner ça, je n'avais pas donné cette info. On est surtout sur le territoire, sur le département. Après, au niveau des kilomètres, aujourd'hui, le granulé, il est effectivement produit sur les départements d'à côté, mais on est sur des usines de production. Après, comme je vous ai dit, il y a des distributeurs qui se mettent, qui vont après s'installer. C'est sur ceux-là qu'il faut, je pense, compter, qui eux peuvent faire le suivi, qui eux peuvent derrière assurer la vente locale, etc. Donc, il ne faut pas confondre en fait, voilà, les usines de production, vu les tailles pour faire du granulé, c'est de telles. Il y a besoin d'avoir des appareils très, très performants et on est vraiment obligé de passer tout de suite en taille usine. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, une usine s'approvisionne souvent sur des rayons qui peuvent aller jusqu'à 100 km maximum. Alors, c'est un rayon moyen voilà, de 50 km autour d'elle, mais c'est jusqu'à 100. Donc, c'est sûr que ça peut faire beaucoup de transport de sciure. Mais après, en fait, voilà, ça fait des points de production. Et après, ce qui est intéressant, c'est regarder si on a de la distribution. Ça, c'était pour le granulé. Après, sur le bois de chauffage, aujourd'hui, les entreprises sont à la recherche sont toujours à la recherche de coûts de bois de chauffage. Par contre, ce qui est important, c'est la qualité. Comme je vous ai montré, on a des machines de production aujourd'hui comme celle-ci. On le voit ici en bas. On peut plus passer. On passe quand même des bois sur du 4 mètres, plus ou moins, enfin, certes, qui peuvent être tordus, mais on a quand même il y a des exils. On ne peut plus passer juste des petites branches, des petits arbres. Donc, souvent, sur une coupe de bois, on peut aller la chercher, mais il faut qu'on ait une certaine qualité quand même et taille de bois à récupérer. Et c'est souvent ça, des fois, qui peut pêcher sur certaines vieilles forêts qu'on poussait naturellement, où on a des très faibles diamètres. Oui et non, Mathieu, puisque, je m'excuse, je te coupe, oui. Puisque à l'inverse, justement, des vieux bois, c'est bien ce que tu disais, ces machines permettent justement aujourd'hui de passer des gros bois. Ce qu'on n'avait pas autrefois parce que c'était très compliqué à fendre. Aujourd'hui, on a des systèmes, comme tu as mis en photo tout à l'heure, qui permettent de passer des gros diamètres jusqu'à 90 de diamètre. Donc, oui, voilà, ces gros vieux bois dont on ne sait pas que faire, même pas scier du reste, ont la possibilité d'être transformés pour faire du bois bûche.
pour ajouter aussi quelque chose par rapport au granulé, il y a deux choses qu'il faut voir. C'est à la fois donc, combien de kilomètres on fait pour amener cette sciure dans ces usines, et c'est aussi après derrière, qu'est-ce qu'on fait après de ce granulé qu'on transforme. Aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que la filière est en train d'évoluer aussi. Il faut lui laisser le temps d'évoluer, à mon avis. Et justement, aujourd'hui, il y a plein de projets et des gens qui réfléchissent justement au stockage, parce que l'idée passera par le stockage. Et du coup, justement, on évite justement ces distances accrues de transport de matières finies, en fait, de produits finis, parce que justement, on le garde, on le stocke pour pouvoir permettre de répondre à la demande après à l'automne ou en hiver. Juste par rapport au granulé aussi, pour reprendre ce que Nicolas de la LEC disait et puis relativiser aussi un petit peu, aujourd'hui, le granulé, voilà, il vient en substitution aussi du fioul. Et ce granulé, hein, si on reprend l'Ardèche, les deux principales usines qui alimentent l'Ardèche, il y en a une qui est en Haute-Loire et qui prend d'ailleurs qui est accolée à une scierie et qui prend beaucoup de bois en approvisionnement en Ardèche. Et l'autre, elle est au Grand Serre, en Drôme à côté, et elle s'approvisionne en partie avec la scierie d'emballage que je citais tout à l'heure. Donc, malgré tout, même si du coup, effectivement, il y a pas la production même de granulés et pas en Ardèche, c'est quand même, ça reste quand même par rapport à l'énergie, des circuits quand même relativement courts en substitution en face du fuel, quoi. Et après, pour rebondir par rapport à la question qui vient d'être mise sur un projet d'usine de granulés en Ardèche, je pense qu'on a déjà un élément, c'est qu'aujourd'hui, toute la sciure qui est faite en Ardèche est utilisée. Après, il ne faut pas oublier que l'Ardèche, on est sur un territoire de vallée est-ouest, oui, ça, est-ouest, et qu'on est souvent sur des réseaux reliés à la vallée du Rhône. Donc aujourd'hui, pour faire simple, une usine de granulés en Ardèche ne réglerait pas le problème de tout le département. Sur beaucoup de, je prends les quelques, on a pas mal d'usines sur le nord du département de l'Ardèche. Il est souvent des fois plus facile d'aller amener sa sciure sur le Nord-Drôme, là, vers le Grand Serre ou en Haute-Loire, que si on avait une usine, quand bien même elle serait installée, je ne sais pas, à Privas ou à Aubenas, par exemple. Je veux dire, et inversement, c'est-à-dire on est beaucoup sur un département voilà, qui est découpé de par les vallées et où on revient souvent sur l'axe de la vallée du Rhône. Donc, il faut, je pense, pas regarder que le côté territorial limite de département, mais plutôt aussi regarder la logique de flux des camions, quoi. Donc, voilà, aujourd'hui, toute la sciure d'Ardèche est valorisée de manière proche. On considère quand même que c'est proche, hein, on est à moins de 50 km les limites du département. Alors après, je vois la question concernant l'export en Italie. À mon avis, ça peut, sûrement, peut-être, je ne connais pas 100%, je ne suis pas derrière toutes les scieries. Il peut y avoir des appels. Après, je pense que là, on est en train de parler de quelque chose de marginal parce qu'en fait, il y a des tels coûts de transport. Voilà, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de marginal par histoire de contact ou de négociants au milieu. Parce que pour l'Italie, on exporte beaucoup de produits, plutôt déchets bois pour la fabrication de panneaux. Donc, peut-être qu'il y a de la sciure au milieu qui part. Je ne pense pas que… Enfin, voilà, et c'est, je pense, effet peut-être juste d'aubaine de marché, et je ne suis pas sûr que ça soit dans le… Oui, après, Mathieu, très honnêtement, à vérifier, parce que je ne sais pas le degré de connaissance de la personne qui pose la question, mais je pense qu'on connaît quand même pas mal de scieries, au moins en Auvergne-Rhône-Alpes. Et à notre connaissance, je n'ai jamais entendu de scieurs qui vendaient leur sciure vers le marché italien. Effectivement, oui, il y a un flux de bois pour les panneaux de particules en Italie. D'ailleurs, c'est plutôt des bois qu'on ne consomme pas forcément en chaufferie, hein, c'est souvent des déchets bois. Mais la sciure, c'est la première fois que je l'entends dire, quoi. Et pourtant, bon, après, s'ils ne la vendent pas, quand même les principales scieries, quoi. Voilà, au prix où aujourd'hui la sciure est achetée par les usines de granulés, je pense que c'est soit pour des questions de… C'est clairement, c'est des questions soit de prix. Aujourd'hui, c'est plus je ne pense pas que, voilà, aujourd'hui, la sciure part essentiellement en francs. Après, il peut y avoir des effets aubaines. Là, je vois le nom qui
Kémy, quand clairement, là, je pense que vous parlez effectivement quand il y a eu les problématiques qu'on a eues avec entre autres, par exemple, Papeterie de Tarascon, ou cet été, quand on avait l'été, quand ces usines de granulés, en fait, c'est ça aussi le souci, c'est qu'on a des usines qui tournent toute l'année et qui, en fait, on a des consommations que l'hiver. C'est possible qu'à ce moment-là, il avait peut-être trop de sciure et que les usines n'arrivaient pas à l'absorber. Mais c'est, je pense, complètement épisodique. Compte tenu, enfin, à mon avis, aujourd'hui, des prix qui sont proposés, je ne suis pas convaincu qu'il en envoie encore des tonnes et des tonnes en ce moment. Et après, je pense que voilà, il ne faut pas voir ça comme une généralité en tout cas, quoi. C'est pas vrai. Okay. Voilà sur ces choses-là. Après, on peut enchaîner. On va passer donc au témoignage de Thierry et avant, donc, on va faire dérouler un petit film de 2 minutes qui, justement, a été fait par l'entreprise Eco Bois Énergie Baraquin, qui permet de présenter un peu leur activité avant de donner la parole à Thierry. Alors, tu me laisses juste le temps d'arriver à mes fins. Donc là, vous voyez peut-être le lien YouTube, normalement. Oui, on voit la vidéo, là. Il faut juste agrandir. Nickel. Donc voilà pour ce petit film introductif, mais qui montre déjà pas mal de choses et qui montre, voilà, Thierry, que ton entreprise travaille sur les 3 combustibles bois énergie. Donc du coup, déjà, peut-être première question, c'est que du coup, complémentairement à ce film, tu puisses nous, voilà, du moins introduire un petit peu peut-être, voilà, en expliquant l'activité de ton entreprise et ce que tu représentes aujourd'hui, voilà, en termes de nombre de salariés, d'activités, etc. Oui, donc bonjour à tous. Nous sommes une entreprise qui est basée donc, sur le Nord-Drôme, hein, proche de l'Isère. Actuellement, nous sommes 11 à 12 salariés aujourd'hui, 12 salariés. On a donc à la fois une activité exploitation forestière, comme vous avez pu voir sur le film, qui nous permet d'avoir un appro interne.
une équipe de 2 salariés. Et ensuite, on a donc une partie production et distribution de bois bûche, une partie distribution de granulés sacs et vrac, et après une partie production et distribution de plaquettes forestières. Voilà, donc on a effectivement on a donc fait ce choix de faire évoluer les produits, surtout ce qui concerne le bois bûche, hein, par rapport à la clientèle, par rapport à ce qu'on nous demandait et par rapport à la consommation, hein, en fait, on va dire. C'est ce que vous avez pu voir sur les images par rapport au séchoir, par rapport à la palettisation, hein, qui est un nouveau produit aussi qui nous est très demandé. En termes de volume, si on parle du bois bûche, on était autour de 15 000 stères, je crois. On a une progression de à peu près de 50% cette année, donc on va, oui, pas tout à fait. On était, oui, c'est ça, on va approcher les 20 000 stères aujourd'hui et un granulé, donc on va approcher aussi les 5 000 tonnes, 5 000 tonnes. Pour combien de clients, Thierry? Ouf! On a donc deux types de clients, hein. On a beaucoup de particuliers et on a de plus en plus aussi de distributeurs. Donc, je pense qu'on a peut-être au moins entre 8 et 10 000 clients aujourd'hui, hein, à ce jour, sur notre fichier client. Mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est en train de développer aussi une clientèle de distributeurs. Alors, qu'appelle-t-on distributeur? C'est des gens qui aujourd'hui vendent d'autres produits, hein, tels que le fuel, tels que le granulé, et qui aujourd'hui proposent des produits, proposent un ensemble de produits, donc bois énergie, et qui recherchent justement ce produit aussi aujourd'hui qu'on met sous forme de palette aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est plus sur des maillages un peu dans chaque secteur. Donc voilà, donc sur les négociants, tu parles du produit, de ton produit bois bûche. C'est parti pro-bûche, voilà, c'est ça. Après, pour ce qui est parti granulé bois, on est très local, de toute façon, nous, sur ce côté-là. On est surtout sur du particulier, on est aussi sur quelques chaufferies, mais de proximité. Bon. La plaquette forestière, c'est pareil, on a beaucoup de chaufferies, nous, locales. Et on s'est aperçu d'ailleurs qu'à partir du moment où on avait un bâtiment, on avait un stockage. Alors, tout à l'heure, je parlais du stockage, mais que ça soit autant plaquette forestière que granulé de bois, à partir du moment où on a mis en place des outils de stockage, on s'est aperçu que autour de nous, les projets naissaient, parce que c'était une garantie pour justement ces projets d'avoir une matière première. Après, en termes pour revenir aussi un peu à ce que disait Mathieu, pour info, nous, on a fait un petit calcul un peu sur l'approvisionnement de Baraquin, hein. Aujourd'hui, j'ai fait un peu l'état de ce qui est aujourd'hui acheté chez Baraquin. On dispose à peu près actuellement en stock de 9 000 m3 et le rayon moyen de notre approvisionnement est de 27 km. Voilà, donc si ça peut répondre à quelques interrogations, effectivement, donc finalement, c'est plutôt pas beaucoup, hein, on va dire. Et ça, c'est essentiellement sur des coupes de jardinage aussi, hein, qu'on va, donc très peu de coupes rases. Voilà. Et donc, en bois bûche, Thierry, ton rayon là, moyen d'approvisionnement pour tes clients Alors, de livraison plutôt. De livraison. De livraison, on va être sur 100 km environ. Et c'est vrai que depuis qu'on a mis ce produit, on a développé le produit Ballot, on s'aperçoit qu'on peut aller plus loin. Alors, pourquoi qu'on peut aller plus loin? C'est qu'en fait, c'est une solution qui peut être transportable plus facilement avec des flux de transport qui sont organisés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce type de produit peut se transporter sur camions standards, hein, que tout le monde voit sur les autoroutes. Et en fait, on fait beaucoup d'allers-retours. Et donc, ça évite justement ces kilomètres inutiles qu'on a, hein, puisqu'on cumule des allers avec des retours. Et donc, du coup, on peut aujourd'hui distribuer sur le sud de la Drôme, sur le sud de la France, pardon, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, sans aucun problème. Et donc, Thierry, pour toi, un peu par rapport, toi qui du coup est en contact avec les clients, etc., comment tu sens l'évolution du marché? Alors, l'évolution du marché,
encore une fois, et tant mieux, et c'est tant mieux, hein, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais pour nous, c'est tant mieux, c'est qu'aujourd'hui, c'est un marché qui, on va dire, les consommations moyennes baissent. Ça, on le voit vraiment, hein, c'est significatif par rapport aux commandes qu'on peut avoir. Et pourquoi? Parce que je pense que les maisons sont mieux isolées aujourd'hui, les appareils sont plus performants, donc on s'aperçoit que les gens consomment moins. Par contre, les gens commencent à comprendre que c'est important de consommer bon, bien. Et du coup, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, plus ça va, plus on va vers des produits qui sont prêts à l'emploi. Donc, ça veut dire, pour la bûche, ben, c'est du bois sec, on va dire, hein, bien sûr. Alors, pourquoi? Parce que les gens, d'abord, n'ont pas beaucoup de place, n'ont pas la solution, parce que bien souvent, là où ils stockent le bois, ben, c'est là où ils mangent l'été. Donc, ces gens-là ont besoin effectivement d'avoir de la place pour l'été et du coup, ben, ils nous commandent le bois à l'automne. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, la consommation va de plus en plus vers du bois sec parce qu'ils se sont aperçus, même si le prix est différent, ils se sont aperçus que du coup, au bout d'un an, ils se sont aperçus qu'ils consommaient beaucoup moins. Donc, la corvée est beaucoup moins, est moins importante, on va dire. Hein. Et on s'aperçoit qu'aussi, c'est de plus en plus qualitatif. C'est-à-dire que ces gens-là, ben, comme disait Mathieu aussi, aiment bien, qu'on apprécie qu'on puisse avoir effectivement des produits propres et même boire aujourd'hui, donc palettisés. Parce que du coup, ça va leur permettre d'éviter cette corvée, hein, souvent reproché au bois-bûche, de dire on va passer une journée pour empiler ce bois-là. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on le propose sur palette et donc du coup, on va directement l'amener. Dans 80% des cas, on arrive à l'amener dans les garages. Donc, effectivement, on s'aperçoit que c'est de plus en plus qualitatif, mais le coût, finalement, du chauffage n'a pas non plus augmenté puisqu'il consomme de moins en moins. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Boris. Si, très bien. Et donc, du coup, Thierry, si tu peux peut-être revenir aussi un peu sur l'aspect exploitation forestière pour préciser un petit peu ben, voilà, ce que vous faites au niveau de l'exploitation forestière sur ton bois bûche et ta plaquette. Donc, du coup, ce que tu utilises provient principalement de l'aspect exploitation forestière pour expliquer un petit peu ce que tu respectes, le PEFC, etc. Et puis voilà quoi. Alors déjà, on est PEFC depuis très longtemps, hein, donc par rapport à ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, je parle pour Baraquin, hein, bien sûr, mais je pense que c'est vrai pour de plus en plus nombre de personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'attaque pas un lot sans effectivement faire une déclaration de chantier, sans signaler l'exploitation aux communes, sans signaler l'exploitation à la directe. Donc aujourd'hui, toutes les exploitations sont faites, elles répondent justement au cahier des charges du PEFC. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, donc nous, la majorité des bois qu'on exploite, c'est plutôt sous forme de jardinage. Et il faut savoir aussi que les bois qu'on va exploiter, c'est plutôt un tri qu'on va faire bien souvent, c'est du jardinage. Et on va plutôt extraire de ces forêts les bois qui vont permettre de faire pousser les autres. Ou d'éclaircir cette forêt. Derrière ça, effectivement, par le biais de notre activité, toute la partie bois d'œuvre va être mis de côté. On ne l'a pas bien vu sur le film, mais en fait, on a un parc agrumes et derrière, on va retrier ces bois pour les valoriser. Voilà. Donc après, nous, on achète beaucoup aux particuliers. Hein. On achète aussi beaucoup à l'Office national des forêts. Donc là, c'est pareil, hein, qui gère les forêts communales et domaniales. Voilà, donc on a comme je disais, on a notre propre exploitation forestière. Et on achète aussi un petit peu donc, du bois sous forme de contrat d'approvisionnement ou avec d'autres partenaires exploitants forestiers qui nous livrent le bois. Et pour finir sur ce point un petit peu ressources, approvisionnement, est-ce qu'aujourd'hui tu as des contraintes particulières pour t'approvisionner? Est-ce que tu t'aperçois de difficultés Alors, moi, j'ai envie de dire, c'est pour ça que c'est assez marrant, en fait. Il faut savoir que, si vous voulez, on va… bien sûr, forcément, on a toujours un peu des inquiétudes dans la mesure où, effectivement, il faut mettre tout ça en œuvre. Et il faut savoir quand même que là, je vous parle d'augmentation de 30, 40, voire 50%
Donc, il faut qu'on s'adapte. On peut comprendre que derrière ça, il faut des bras, hein, parce que beaucoup, il y a des machines, mais il y a aussi des bras qu'il faut. Hein. Donc, il faut qu'on s'organise. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas tant la matière qui manque, c'est plus s'organiser, hein, s'organiser pour mettre en œuvre le travail. C'est juste ça, des fois, qui pose un peu problème. Et c'est le problème aussi, il vient aussi de l'éducation des gens, c'est-à-dire que les gens veulent tout au dernier moment. Et ça, c'est pareil, parce que non seulement il faut préparer ce produit, hein, comme vous avez vu, on le prépare, on le transforme, on le sèche, mais il faut aussi le livrer, ce produit-là. Donc, on peut comprendre on ne peut pas livrer tout le monde le même jour, c'est impossible. Donc, il y a une vraie éducation à inculquer auprès de nos clients. Le bois énergie, c'est un bon produit. À mon avis, j'en suis persuadé, il a plein d'avantages. On critique un peu et les gens, on les met sous stress en disant qu'il n'y a plus de bois, il n'y a plus rien, c'est pas vrai. Et il y a plein de bois, sauf qu'on ne peut pas tout produire ou tout livrer le même jour, c'est impossible. Donc, il faut juste organiser ça. Donc, nous, on l'a déjà organisé en faisant des stocks. Hein. Nous, aujourd'hui, Baraka, on a 1000 tonnes de granulés dans les silos. Aujourd'hui, chez Baraka, on a un gros paquet de bois en stock parce que heureusement qu'on a ça parce qu'il y a de la neige. Aujourd'hui, on parle pas souvent, mais il faut parler aussi Covid. Du jour au lendemain, on a effectivement peut-être des problèmes parce qu'on a peut-être un chauffeur qui est cas contact, qui est arrêté. Donc, effectivement, le problème, il est plus là. Il est plus sur la mise en œuvre pour la livraison qu'autre chose. Aujourd'hui, moi, je suis serein. On a le stock pour l'année prochaine, nous, pour vous dire un petit peu. Hein. Donc, je ne suis pas inquiet par rapport à ça. Et je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, je me sens bien dans le sens où, de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que pour faire ce métier-là, il faut quand même aimer la forêt. C'est souvent ce que je dis par rapport à, vous avez vu mon bûcheron, on a des jeunes qui arrivent aussi sur ce marché-là. Pour aimer ce métier-là, il faut aimer la forêt. On ne fait pas que pour couper du bois, on le fait aussi parce qu'on aime la forêt. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'on a de la matière, on a des forêts, on a ce qu'il faut, sauf qu'il faut effectivement s'organiser pour la produire. Donc, effectivement, il faut imaginer aussi que le marché, il évolue un peu vite. Et il faut savoir que nous, c'est à coût d'investissement de l'ordre on va dire, de 200 à 500 à 600 000 euros. Donc, il faut que les gens aient le temps aussi de s'organiser. Il faut le comprendre. Et il n'y a pas que ça non plus, parce qu'on a ce côté-là. Et on a aussi le côté, je me fais plaisir, recherche. Parce que pour le coup, il faut savoir que la filière bois, il y a un petit côté qui devient de plus en plus intéressant sur la recherche. Avant de mettre ces produits en place, je ne vous cache pas qu'on s'est gratté la tête. Pour sécher du bois, on s'est gratté la tête. Pour le nettoyer, on s'est gratté la tête. Effectivement, pour le quantifier, pour le qualifier, on s'est gratté la tête. Et Dieu merci qu'on a aujourd'hui un laboratoire à Fibois qui nous permet justement de faire cette recherche. Et aujourd'hui, Mathieu a fait part d'une recherche de laboratoire sérique. Nous, aujourd'hui, on est capable, on a pu faire des recherches justement par rapport aux différences de PCI, de pouvoir calorique qu'on peut avoir entre un bois sec et un bois vert. Je parle aussi de granulés de bois, bon nombre de fois qu'on fait faire aussi des échantillonnages pour vérifier si on est bien calé. Voilà, on a aussi un contrôle interne, nous aussi, qui nous permet aussi de faire tout ça. Donc, je pense que la filière bois, elle est en train de se structurer. Et moi, franchement, je suis très conscient, mais il faut lui laisser aussi un peu le temps qu'elle puisse se structurer. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi une chose, c'est que bien souvent, on demande des choses à la filière bois qu'on ne demande pas aux autres filières. On est du matin au soir en train de se justifier par rapport à nos exploitations, par rapport à notre produit, par rapport à un tas de choses. Alors, je pense que là-dessus, on commence à être très bon d'ailleurs du reste, à mon avis. Hein. Sauf que ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse en parler aujourd'hui, lors de réunions comme aujourd'hui, qu'on puisse en parler au grand public pour expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait. En tout cas, ton témoignage, Thierry, puis l'activité de ton entreprise, effectivement, nous montre que l'évolution logique des choses, y compris d'ailleurs sur le bois bûche, hein, parce que c'était un peu un des messages qu'on voulait passer aussi ce soir, c'est que le bois bûche qui, du coup, voilà, est encore beaucoup utilisé, n'est pas en train de s'essouffler. Au contraire, c'est modernisé. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, des producteurs comme toi, Thierry, tu n'es pas le seul, il y en a d'autres aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, on voit qu'effectivement, l'évolution des choses fait que
le bois bûche aujourd'hui est mieux normé et que derrière, du coup, on a une production effectivement qui est en train de monter en qualité pour répondre aux enjeux qu'on a pu voir avant, notamment de qualité de l'air. Mathieu et Boris, j'ai envie de te dire même que l'enjeu de demain pour l'ensemble de ces énergies, c'est de pouvoir vendre ces énergies au kilowattheure. Et ça, c'est un projet qu'on a, je pense, Mathieu, il me semble. Et donc, je pense qu'on y arrivera. Et aujourd'hui, on pourra comparer le prix du kilowattheure, comme on a vu sur votre présentation, hein, parce que sur nos factures, je pense qu'on verra apparaître justement le prix au kilowattheure de nos bûches qu'on vend, et pourquoi pas le granulé aussi, et pourquoi pas la plaquette forestière, puisqu'on le fait déjà. Oui, c'est vrai que cet indicateur-là, c'est vraiment le point fort du bois aussi, hein. Nous, on en parle vraiment quand on fait du conseil aux particuliers. On montre que la facture, si on compare les systèmes, elle est divisée par 2, par 3, par 4, en fonction par rapport aux autres énergies. Donc, il y a vraiment un levier là-dessus. C'est juste que il faut que les gens arrivent à conceptualiser la quantité d'énergie qu'ils consomment. C'est vrai qu'ils le font souvent avec la quantité de ster, mais ils ne se rendent pas compte en fait de ce que ça représente. Et nous, on est là justement pour les sensibiliser là-dessus. On organise des événements. D'ailleurs, il y a Archaglo qui nous a sollicité par rapport à une étude que le territoire a menée sur la qualité de l'air. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait une pollution due notamment en hiver aux particules fines par rapport au bois qui est utilisé, mais c'est parce qu'en fait, les équipements qui sont dans les logements sont des équipements vraiment vieillissants et le bois, c'est surtout de l'autoconsommation. Donc, du coup, il n'y a pas de contrôle qualité, il y a le bois qui est stocké un petit peu un peu à l'air libre avec un peu d'humidité. Et donc, tout ça, il y a vraiment une sensibilisation à faire et c'est ce qu'on est en train de faire petit à petit. Et je pense que ça va prendre de l'ampleur et il y a de quoi faire sur cette filière, quoi. Voilà. Moi, je confirme vraiment ce que vous dites, et c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'ensemble, on peut faire quelque chose de très bien, il faut y croire. Mais par contre, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Et je pense que justement, tous ces petits soucis qu'on a eus, d'émissions de particules, de ce que vous voulez, c'est ce qui nous a permis justement de rebondir et de se poser les bonnes questions. Et je pense que la filière bois, aujourd'hui, elle commence vraiment à y réfléchir, et je pense qu'on va devenir très bon, à mon avis, à mon sens. Et vous voyez, ce petit schéma qu'on a vu, finalement, vous aussi, pour répondre à cette question, eh ben, j'ai envie de dire, quelqu'un qui achète un ster de bois à 60 € ou qui l'achète 90 €, eh ben, écoutez, s'il consomme 56% de moins de bois en ayant un nouvel insert, un nouvel appareil et du bois de groupe H1, eh ben, écoutez, j'ai envie de dire que 90 €, ça coûtera moins cher que 60 €. Effectivement. Et voilà. Et en fait, c'est le message qu'il faut faire passer. Et pour le coup, au lieu d'émettre 280, on va émettre que 13. J'ai envie de vous dire que le marché des voitures fasse aussi bien que nous, et puis on en reparlera. Je ne pense pas qu'ils aient baissé leurs émissions de particules aussi bien que nous. Donc voilà, j'ai envie de dire que voilà, on commence à être pas mal. Okay. Donc, on approche de la fin. Je regarde vite fait s'il y a d'autres questions. Ouais, on te félicite, Thierry. On te propose de faire une filiale en Ardèche. Pourquoi pas? Mais de toute façon, j'aime bien cette question parce que de toute façon, l'idée de ces échanges-là, elle n'est pas de garder ce savoir-faire pour soi-même. On croit ou on ne croit pas à cette filière. Fibois est là pour ça, du reste. Le nombre d'années qu'elle travaille sur le bois énergie, on est d'accord, hein, Boris? Donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'énergie dépensée. Et aujourd'hui, on fait quoi? On fait justement que ça. On fait que de partager, on fait que d'échanger. On fait que de faire des visites, quoi qu'on en dise, pour des jeunes, pour des écoles, pour des groupes. Donc, on ne garde pas tout ça pour nous. Avec CVQ+, effectivement, il y a plein d'échanges qui sont faits entre professionnels. Donc, l'idée, c'est qu'on fasse avancer les choses parce qu'on ne pourra pas tout faire. Ce n'est pas possible. Il y en a pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est que ça se passe bien. Parce que tu fais, pour finir là-dessus, Thierry, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'effectivement, si on avait une entreprise en Ardèche voilà, qui aurait envie de produire un peu à ton image du bois bûche de qualité, etc., on serait là pour l'accompagner. Il n'y a pas de problème.
Et je suis persuadé on en a quelques-unes. On a quand même quelques entreprises qui font. Ils sont capables, largement capables. Qui sont déjà en place et voilà, qui oui, travaillent déjà bien et qui ont des réflexions au pire d'amélioration, mais on n'a pas rien en Ardèche non plus. Ah oui, tu fais bien de le préciser aussi, Mathieu, ouais, tout à fait. Donc, je pense que pour finir, l'intérêt, c'est effectivement que si on parle de producteurs, on reste sur le bois bûche du coup, mais c'est vrai pour le granulé, c'est vrai pour tout, c'est que ces gens se regroupent sur. Moi, j'encourage vraiment j'encourage la filière. Et si vous connaissez des gens dans cette filière, je vous encourage de leur dire de venir rejoindre justement des associations pour qu'ils puissent en parler justement. On saura peut-être, Fibois saura leur dire, les conseiller pour qu'ils se regroupent avec d'autres pour justement faire avancer les choses. Après, comme Mathieu l'a dit, il y a des choses qui existent aujourd'hui. Hein. Il y a Ronald Babuche qui est une marque. Il y a des professionnels qui se regroupent. Il y a l'ENF Biocombustible aujourd'hui qui existe aussi. Il y a d'autres marques qui se mettent en place. Il y a ONF Énergie Bois aussi, on ne l'a pas cité, mais qui existe aussi sur le plan national. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. Et il faut que ces gens-là ne restent pas seuls. Il faut qu'ils avancent. Merci Thierry, en tout cas, pour ton témoignage. Du coup, si a priori, il n'y a pas d'autres questions sur le forum, donc on va pouvoir du coup clôturer notre webinaire. Donc, juste pour rappeler ce que je vous disais, c'est que, du coup, Nicolas, juste savoir, tu as pu enregistrer ou pas du coup? Oui, c'est enregistré là. Jusque-là, ça enregistre toujours. D'accord, donc du coup, on pourra mettre ça en ligne sur le site de l'ALEC et puis aussi, nous, on fera un lien sur notre site donc, vers le vôtre pour que les gens puissent revisionner la vidéo. Et puis, sur le principe, donc du coup, on partagera aussi les présentations là, avec les personnes présentes ce soir. Et puis, comme je le disais, j'ai repris un peu tout le fil des questions là, et donc du coup, on fera un petit document très rapide pour reprendre les principales questions et puis les réponses apportées. Par exemple, sur la question qu'on a évoquée, là, feuillu, résineux, je vous mettrai les éléments là, de l'IGN en complément. Voilà, ça vous permettra, si vous avez de nouveau la question, de pouvoir argumenter avec des chiffres concrets et une source fiable. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous et merci d'avoir participé. Et à bientôt. Merci. Bonsoir. Allez, à bientôt, Nicolas. À bientôt, je vais arrêter l'enregistrement là. Voilà. Ouais, ça marche.